Et il va encore faire froid à travers des régions que nous allons visiter, à travers donc les livres que je vous propose ce matin, signés Ali Mabtouch, et qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Nous savons que la Kabylie est tout aussi fraîche que Chérhéa et d'autres régions. Hier, il a plu toute la journée. Aujourd'hui, il fait un peu meilleur, mais il fait très très frais parce que mes parents habitent sur la hauteur, donc environ à 500 mètres d'altitude. Voilà, vous y étiez hier, donc il fait bien frisquer. Nous allons nous y rendre aussi à travers vos écrits, puisque donc la plupart des scènes s'y déroulent, donc se déroulent en Kabylie, dans votre région natale, Monsieur Ali Mabtouch, en sachant que vous êtes quand même parti, vous êtes aujourd'hui installé en France depuis plusieurs décennies. Je suis parti en 1964, j'avais 19 ans. Oui. Donc, le voyage de Mohamed raconte mon histoire, c'est mon autobiographie. L'histoire d'un très jeune immigrant. Un jeune immigré qui on avait fait miroiter la France par les immigrés des années 50, même 40. J'étais gosse. On me racontait beaucoup de choses en France, tout est facile, l'argent, etc. Donc, quand je suis arrivé en France, en 1964, j'ai découvert qu'il y avait des immigrés des années 60. Ça a été un peu le choc pour vous? C'était le choc, même un gros choc, parce que tout ce qu'on m'avait dit, ce paradis qu'on m'avait fait miroiter, c'était que des illusions. Oui, et vous avez justement traduit ce vécu, ce choc aussi, à travers Le Voyage de Mohamed, qui a été votre premier ouvrage, donc un livre signé les éditions Le Manuscrit, donc qui est sorti en France. Oui, il est sorti en France, c'est un ouvrage qui est sorti en 2003. Donc en 2008, j'ai retravaillé le texte pendant 2 ans. J'ai représenté chez le même éditeur. Donc j'ai signé un contrat et me l'a réédité en 2008. Donc il y a eu une réédition en 2008 du livre Le Voyage de Mohamed. Vous dites, vous avez retouché le texte, dans quel sens? J'ai rajouté plutôt plus des choses que j'avais oubliées. Donc il fait 100 pages de plus. Le premier, il faisait 188 pages, celui-ci fait 291. Voilà, donc vous avez... J'ai rien enlevé. Vous avez simplement enrichi. Enrichi, voilà, le texte. Enrichi le texte. Donc c'est un témoignage vivant, celui d'un vécu, celui d'un jeune immigré qui arrive en France, qui arrive plus exactement en région lyonnaise, et à qui on avait un peu raconté, plutôt présenté de manière positive l'immigration, et qui, une fois arrivé là-bas, vous êtes confronté à une réalité complètement différente. Une réalité quotidienne, donc il avait des immigrés. J'avais 19 ans à l'époque, 19 ans, et puis j'avais pas d'instruction, j'étais simplement scolarisé par les soldats français pendant la guerre d'Algérie. Je savais à peine parler le français en arrivant là-bas. Mais finalement, ces quelques mots de français, je crois, m'ont sauvé la vie. Très bien. Voilà. Donc vous êtes retrouvé seul, pratiquement en région lyonnaise. Seul, oui. À la recherche d'un travail, à la recherche d'un métier, oui. manœuvre. Enfin, à l'époque, on passait, faisais le contrôle dans le douane, c'était manœuvre. Justement, cette vie ouvrière, vous la racontez. Oui. Vous la racontez avec beaucoup de détails. Oui. Puisque j'ai raconté mon embauche donc, quand je suis arrivé en France. J'avais passé 8 ans dans une usine, dans une petite usine. Après, je suis rentré chez le constructeur automobile Marius Bernier, qui est devenu Renault Véhicule Industriel. J'ai fini ma carrière donc, dans cette usine. En tout, j'ai passé 36 ans de travail comme ouvrier d'usine. J'ai eu la chance quand même de partir à 56 ans à l'après-retraite. Voilà. Alors, vous racontez la vie ouvrière, pas seulement des Algériens, de tous les immigrés qui arrivaient en France afin de trouver du travail, en espérant une vie meilleure, mais pour qui ça n'a pas toujours été le cas. Non, parce que le voyage de Mohamed, en fait, Mohamed, ça touche beaucoup d'Algériens de ma génération, qui ont quitté après l'indépendance de l'Algérie pour donc aller se parader, ou si on n'avait pas le choix, parce que à l'époque, les parents nous envoyaient en France pour travailler et nourrir la famille restant au pays. C'est l'aîné qui a affronté en fait la vie, par exemple, moi j'étais l'aîné de mes frères et sœurs, c'est à moi, donc c'est la locomotive. C'est à moi d'aller en France travailler,
envoyer des mandats pour nourrir la famille. Voilà, pour nourrir la famille. À l'époque, une façon de seconder aussi le père. Oui. Oui. Alors, vous parlez d'immigration, de l'immigration de Mohand dans ce livre, parce qu'on rappelle qu'il s'agit de l'acteur principal du livre, Le voyage de Mohand. Alors, une immigration qui a commencé en fait dans votre pays, vous le dites, puisque vous êtes arrivé à Alger, aussi une ville, dans une grande ville. Et là, déjà, si on veut, votre voyage a commencé déjà à Alger. Oui, mon voyage en fait, a commencé dès que j'ai quitté mon village. Parce que Mohand, c'est un personnage qui est resté enfermé dans son village et il ne voyait pas le monde extérieur qu'à travers les dires des immigrés ou les gens qui venaient travailler à Alger à l'époque, Berkadem, chez les colons, ramasser des oranges, des mandarines. Donc Alger, je n'ai jamais vu Alger de ma vie. On me racontait Alger la blanche, la civilisation. Nous, on était des montagnards, c'est-à-dire... la ville avec de grands immeubles. Oui, les grands immeubles. Donc ma première découverte, c'était Alger. C'était la surprise à commencer à Alger même. Oui. Et le dépaysement a continué en France, davantage. Après, donc la France... Donc j'ai raconté mon passage sur Alger et puis dans le bateau, j'ai rencontré beaucoup d'immigrés qui venaient en vacances, repartaient. Certains qui venaient de marier 15 jours après, ils ont repris leurs valises. Donc je commençais déjà à m'inquiéter de cette vie de l'immigré en France. Qui vous attendait. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour Mohand? Est-ce qu'il est revenu au pays? Est-ce qu'il a... Mohand, en fait, il a arrivé en France, donc il faut dire que Mohand a beaucoup de chance. Il arrive, 8 jours après, il a trouvé du travail. Quand même, oui. Donc après, Mohand, il a tout appris par lui-même, quoi. Il s'est débrouillé pour travailler. Il s'est construit lui-même. Il s'est construit lui-même, voilà. Très bien. Alors le voyage de Mohand se poursuit, donc plusieurs années plus tard. Et il est resté dans la même région. Donc il est resté dans la même région. Donc après, il faut dire que c'est Mohand a rencontré une femme qui l'a beaucoup aidé en France, qui l'a fait pousser à écrire en fait ses mémoires quand il est arrivé à la retraite, à l'âge de 50 ans environ. Voilà. C'est Mohand aussi, quand il était petit, il aimait bien raconter des histoires. De son pays. Il a inventé des histoires de son... Toujours, mais la culture venait de la Kabylie. Toute la culture que Mohand a acquise, ça vient de l'Algérie, de la Kabylie. Donc ses racines sont ancrées, sont présentes dans son travail, dans son écriture. Alors le premier livre, vous avez livré au public votre tout premier livre en 2003, donc celui-ci, Le voyage de Mohand. Un voyage qui ne s'est pas arrêté là, qui s'est poursuivi, toujours en puisant de cette mémoire, l'histoire d'un berger de Kabylie pendant la guerre d'Algérie, et ça a été carrément le titre de votre deuxième ouvrage. Voilà, le titre de mon deuxième ouvrage. Si vous voulez, le personnage du livre, en fait, s'appelle Chaban. Chaban, en français on dit Chaban, enfin en algérien. Chaban, oui, voilà, c'est un prénom typiquement algérien. Oui. En fait, en réalité, c'est pas son vrai nom, ça s'appelait Belaïd. Donc c'est un personnage qui avait fait la guerre d'Indochine, excusez-moi, la France, donc... C'était un berger, le plus pauvre d'un village, qui est élevé par sa mère. Son père, il était mort, il était très, très jeune. Donc, il a gardé des chèvres chez les gens. C'était vraiment le plus pauvre du village. Et puis, quand il a 19 ans, les Français sont venus le chercher pour aller faire la guerre en Indochine. Une fois sur le service militaire, donc il a fini la guerre d'Indochine, il est revenu dans son village, et la guerre d'Algérie éclate. Pour une histoire banale, donc il est parti avec les FLN. 2 ou 3 heures après, pour des raisons personnelles, donc il s'est rallié à l'armée française pour devenir un collaborateur que ce qu'on appelle les Halki maintenant. Très bien. Donc j'ai raconté son histoire. Ouais. Donc l'histoire de ce monsieur qui a existé, qui a vécu. Qui existait, que j'avais côtoyé quand il était revenu d'Indochine. Il faut dire que moi j'ai beaucoup de mémoire, je me rappelle toujours. Je devais avoir 5 à 6 heures, il m'avait donné des mandarines. Ça m'avait beaucoup marqué, et puis c'est un personnage qui m'a beaucoup influencé dans mon village. Sa façon de marcher, de raconter, de nous parler quelques mots de français qu'il avait appris. Et il nous insultait en français, mais on ne comprenait pas à l'époque pourquoi il nous traitait de... Je ne vais pas le dire ici.
Et puis finalement, quand j'ai gradé, j'ai compris tout ce que la France lui a fait subir et le rejeter sur nous. Oui. Sur la, bon, c'était, on était des gosses. Sur les gosses du village. Quand on s'amusait devant sa maison, par exemple, on l'empêchait de faire la sieste, il nous insultait en français. Oui. Donc ce vieux monsieur a fait la guerre d'Indochine, oui. Donc a participé à la guerre d'Indochine. Oui. Et très souvent, justement en parlant des hommes qui ont participé à cette guerre, jusqu'à aujourd'hui, donc pour ceux qui sont toujours en vie, on les appelle toujours par leur prénom suivi d'Indochine, donc en référence à ce qu'ils ont vécu dans cette guerre. Alors c'est l'histoire de ce monsieur que vous racontez dans ce livre. Voilà, l'histoire de Chaban que je raconte dans cet ouvrage. Il faut dire aussi qu'il était un grand officier dans l'armée de l'ILN. Mm-hmm. Puis à un moment donné, pour des raisons personnelles, donc il s'est retourné, il a tourné sa veste pour devenir un traître. Mm-hmm. Et après, il était devenu très 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 méchant, parce qu'il a commis des choses horribles parmi la population auprès de Tizi Ouzou. Exactement, à Bouhinoun s'appelle ce village où il était là, parce que moi j'ai fait une enquête auprès des immigrés de ce village qui m'ont raconté donc tout ce qu'il a fait dans le village. Quand j'étais gosse, les femmes parlaient de lui, j'ai enregistré tout. Ma mère m'a donné beaucoup d'indices sur ce personnage. Mm-hmm. Très bien. Et puis vous les avez terminés, voilà. Si je peux dire, cette trilogie, par les pigeons. Plutôt Les Cigognes et Le Pigeon, donc c'est le titre de votre tout dernier ouvrage. Voilà, le dernier. Donc ça se passe à l'usine de Renault Véhicule Industriel. C'est le monde du travail. Je voulais démontrer que dans des usines aussi, il y a des histoires qui se passent comme partout. Que la vie est faite de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et d'amour essentiellement aussi. Voilà. Donc là, c'est une histoire d'amour que vous racontez. C'est une histoire sentimentale, une histoire d'amour, mais pas physique. C'est une histoire comme ça, un petit peu comme Roméo et Juliette, c'est des regards. C'est une histoire qui a après beaucoup de... après, ça a appliqué des médecins de travail, des cadres de Renault. Donc c'est une toute petite histoire qui a grandi aussi. Il y avait du racisme, il y avait beaucoup de choses. Mm-hmm. En fait, on empêche deux personnes de se parler, tout simplement. Oui. Et là, vous racontez toujours la vie ouvrière. Oui, aussi là, j'ai beaucoup, l'essentiel, c'est sur la vie, les conditions de travail, la vie d'ouvrier, quoi, en usine. Et puis tout ce qu'il y avait autour de la vie quotidienne. Voilà, la vie quotidienne, les contraintes d'aller travailler en usine, etc. etc. Voilà. Donc tous ces détails sont livrés dans vos 3 ouvrages, voilà, 3 ouvrages. Et qui sont venus de manière tardive par rapport à leur vécu, mais de façon aussi rapide entre ces différentes éditions qui sont sorties pratiquement en 3 années, 3-4 années. Oui, j'ai sorti en fait 2 livres, les Cigognes et le Pigeon. Les 2 derniers, pratiquement à la même année. Ils ont un mois d'écart en fait. Un mois d'écart. Voilà. Très bien. C'est-à-dire, sur 10 ans, j'ai travaillé. En 6 ans, j'ai écrit 2 ouvrages. Oui. Le voyage de Mohamed m'a pris 4 ans, il faut dire, parce que c'est très très difficile. Oui. Dès que je n'ai pas été à l'école, donc c'est difficile. Il faut qu'on a mais quand on est intelligent, on arrive toujours à faire des choses. Oui. En fait, c'est une mémoire que vous avez tenu à livrer, à partager avec des lecteurs. Exactement. Voilà, et puis aujourd'hui, donc, ces livres sont disponibles en France, mais malheureusement pas encore en Algérie. Je pense aussi, je ferai tout pour les faire publier en Algérie. Mm-hmm. Donc je suis à la recherche des maisons d'édition. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. Très bien. Alors pour les 2 livres, Les Cigognes et Le Pigeon, ainsi que Le Voyage de Mohamed, sont sortis aux éditions Le Manuscrit, pour ceux qui sont intéressés, notamment en France. Et l'histoire d'un berger de Kabylie pendant la guerre d'Algérie, pour sa part, est sortie aux éditions L'Harmattan. Donc tous les 3 disponibles. Donc j'imagine que cette effervescence continue. Vous êtes encore sur un livre ? Je suis en fait en train d'écrire, j'espère que j'arriverai à le publier. Vous savez que pour se faire publier, c'est très dur. Il faudrait que le texte soit bon. Donc je suis en train de raconter la vie d'un bagnard qui se passe en 1883 environ. C'est quelqu'un que la France avait donc déporté à Cayenne. Il s'est sauvé de Cayenne, il avait fait le tour du monde pour donc arriver en Kabylie. Donc je raconte son histoire. Donc pour retrouver sa région natale. Pour retrouver sa famille.
Aussi, les gens qu'il avait envoyés là-bas, c'était... en fait, il voulait se venger, en fait. Tout ce qui l'intéressait, c'est de retrouver les gens qu'il avait envoyés à Cayenne pour les... Vous savez, avant, les gens, c'était comme ça, quoi. Tout à fait. Donc, une histoire quand on accuse quelqu'un des choses qu'il n'a pas faites, donc les gens cherchent automatiquement à se venger. Oui. Donc, il y a une histoire qui s'est déroulée au 19e siècle. Oui. Et que vous tenez aujourd'hui à livrer, c'est toujours par rapport à des témoignages, à des histoires, des racontés, c'est ça? C'est quelqu'un, en fait, on avait émilé son village, un administrateur français qui avait émilé son village. À l'époque, il y avait des amines, des caïds. Donc, c'était pour ça qu'on l'avait déporté. Donc, il a tout fait il s'est sauvé de Cayenne, en fait, l'enfer de Cayenne. Oui. Il a réussi à retrouver le chemin vers son pays. Et voilà. Il a mis peut-être 8 mois, 1 an, il est arrivé dans son pays. Tout à fait. Donc c'est un clin d'œil aussi à l'histoire des déportés en Nouvelle-Calédonie. Voilà, pour faire la mémoire de ces gens qu'on déportait là-bas pour oui, pour un non. Oui. Qui aujourd'hui donc font partie de ces populations, malgré eux, qui sont revenus aujourd'hui en revanche à la recherche de leurs racines, à la recherche de leur histoire. Et ce livre est une manière aussi de les ramener un peu à leur histoire, de les ramener à l'histoire de la déportation donc des Algériens en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres contrées aussi. Les générations futures, il faudrait qu'ils sachent leur histoire, qu'ils apprennent un peu. Je pense que moi, je suis ouvrier, j'ai quand même fait beaucoup de choses, parce que j'ai envie de les faire aussi, parce que c'est une passion. Alors aujourd'hui, votre passion, c'est d'écrire, c'est d'écrire, oui. De partager, voilà. De partager vos textes avec les lecteurs. Voilà. Justement, quelle a été la réaction des lecteurs? Vous avez eu l'occasion de partager des moments par exemple, avec eux? j'ai été surpris, j'ai participé donc au salon de livres de Saint-Étienne, à la fête de livres. Il y avait un débat autour de mes livres, des Algériens et des Français, des Pieds-Noirs qui étaient nés en Algérie, qui sont partis en France tout jeunes, donc ils sont passionnés. Le fait de voir l'Algérie, ça les touche en fait. Donc, vous avez atteint votre objectif en quelque sorte? Oui, du moment que j'ai publié des livres. En fait aussi, c'était une revanche sur la vie dure que j'ai vécue. Oui. Une revanche. Très bien, très bien. Et puis, je rappelle que ces textes aussi sont pleins d'anecdotes, d'histoires vécues. Historiques, voilà. Une à retenir aujourd'hui, peut-être à raconter aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Oui, que je leur dis, si ils peuvent donc lire ces ouvrages, c'est très important. C'est pas pour moi. Vous savez que c'est pas pour j'écris pas pour de l'argent, parce que vous savez qu'un livre, j'ai 10% qui me revient sur le prix d'un ouvrage. Oui. Il ne faut pas que les gens se font des idées, qu'on écrit pour de l'argent, on devient riche, non. Oui, très bien. Donc des livres à découvrir aux éditions L'Harmattan et aux éditions Le Manuscrit. En attendant, en espérant-le, de les voir ici en Algérie, disponibles donc en librairie en Algérie. C'est mon souhait. Pour le lecteur algérien. Eh bien, merci Ali Mabtouche. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, je vous remercie le Canal Algérie de m'avoir invité. Je passe un petit bonjour à mon épouse qui me regarde en ce moment depuis Lyon. Depuis Lyon. Nous saluons tous les Algériens qui nous regardent depuis tous les Algériens, Lyon. Les immigrés de France. Voilà. Merci encore une fois Ali Mabtouche. Au plaisir donc de vous retrouver, peut-être pour la sortie de votre tout dernier ouvrage, votre prochain ouvrage. Maintenant que je suis à la retraite, je peux venir quand je veux. Très bien, merci encore une fois. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Donc quelques rendez-vous pour terminer cette émission. Donc en ce lundi 24 novembre, avec ce soir Al-Han wa Shabab à 19h30, l'émission Questions d'actu en direct juste après, donc à 21h. Merci de nous avoir suivis, passez une très très belle journée en compagnie de nos programmes, et puis on se retrouve la semaine prochaine.